нас начинается. Bonjour chers collègues. Aujourd'hui, au Centre national de la gestion de la défense de la Fédération de Russie, nous organiserons ce débriefing pendant lequel nous allons vous présenter les preuves et les faits sur les sources du financement et les maîtres des groupements terroristes qui agissent sur le territoire de la Syrie et de l'Irak. Donc avec nous, nous avons le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, M. Anatoly Antonov, le directeur du département des états-majors de la Russie, M. Rutskoy, et le directeur du centre de la défense, M. Mezentsev. Je vous passe la parole. Bonjour, chers collègues. Le terrorisme international, c'est la menace principale de l'époque moderne. C'est une menace qui n'est pas illusoire, mais c'est une menace réelle et plusieurs pays, en premier lieu la Russie, le connaît très bien. L'État islamique, c'est le leader absolu de l'international terroriste. Donc c'est un monstre du terrorisme international et il faut y faire face. Donc il est possible de le vaincre. Pendant les 2 derniers mois, les forces armées de la Russie, les forces spatiales et aériennes l'ont bien démontré. Nous sommes persuadés que pour vaincre l'État islamique, nous devons frapper les sources de son financement, comme cela a été à maintes fois dit par le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine. Le terrorisme sans argent, c'est un animal sans dents. Les recettes des ventes du pétrole, c'est une des sources principales des activités des terroristes en Syrie. Ils gagnent près de 2 milliards de dollars par an et ils dépensent ces moyens pour recruter les bandits, pour leur donner des armements et des moyens techniques. C'est pour ça que l'État islamique essaie de sauvegarder les structures de la production du pétrole en Syrie et en Irak. Les consommateurs de ce pétrole volé auprès des autorités irakiennes et syriennes, le consommateur principal, c'est la Turquie. Selon les données que nous avons obtenues, ce business criminel comprend les autorités politiques, notamment M. le président Erdogan et sa famille. À maintes reprises, nous avons parlé de la menace. Donc, c'est la même chose que de mettre de l'huile dans le feu. Et cet incendie d'un pays peut partir vers d'autres pays. Et nous voyons cette situation au Proche-Orient, au Proche-Moyen-Orient. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter juste une partie des faits dont nous disposons qui confirment que dans la région, il existe une équipe unique des bandits et des élites turques qui volent le pétrole auprès de leurs voisins. Le pétrole a un grand volume à l'échelle industrielle qui arrivent sur le territoire turc grâce aux camions citernes, au réseau d'acheminement. Et aujourd'hui, nous sommes persuadés, nous allons vous présenter les faits qui confirment que l'objectif, que le point final de l'acheminement des produits pétroliers de ces territoires, c'est la Turquie. Chers mesdames et messieurs, nous avons pu obtenir des informations sur les canaux de financement de l'État islamique. Donc, ce n'est pas possible de lutter contre l'État islamique sans mettre fin à ce financement. Et comme a dit le vice-ministre, M. Avtonov,
La source principale des recettes financières pour les terroristes, c'est le trafic illicite des produits pétroliers. Et afin de mettre fin à cette chaîne d'enchaînement, les forces armées de la Russie frappent les sites de la production, de la transformation, du stockage et de transport des produits pétroliers depuis le territoire syrien contrôlé par l'État islamique. Pendant 2 mois, suite aux frappes de l'aviation russe, nous avons pu mettre fin au fonctionnement de 32 complexes de transformation pétroliers, de 11 usines de transformation. Nous avons détruit 58 camions citernes qui transportaient les produits pétroliers, ce qui nous a permis de réduire le volume du trafic illicite des produits pétroliers depuis le territoire sûr de 50%. Et d'après les calculs, les recettes de cette organisation terroriste représentaient au moins 3 millions de dollars par jour. Et multiplier ça par 4 ans. Après nos frappes, les recettes des terroristes se sont réduites jusqu'à 1,5 million de dollars par jour. En même temps, les bandits continuent à recevoir des moyens financiers considérables, ainsi que les armes, les munitions et d'autres ressources pour leurs activités. Certains pays, notamment la Turquie, est directement impliqué dans ce business de l'État islamique. Et en fait, ils aident les terroristes. Les états-majors les forces armées de la Russie disposent des preuves concrètes qui sont basées sur les données des services de renseignement sur l'implication de la Turquie dans ces affaires. Aujourd'hui, nous vous présentons juste une partie des données dont nous disposons. Il y a 3 voies principales de transport du pétrole sur le territoire turc depuis les régions contrôlées par l'État islamique en Syrie et en Irak. L'itinéraire de l'Ouest va au port turc au littoral de la Méditerranée et la voie du Nord à la raffinerie du pétrole à Batman sur le territoire turc et l'itinéraire de l'Est vers le site de Dizre, et nous allons vous montrer toute la chaîne de livraison des produits pétroliers en Turquie à partir des lieux de production jusqu'à lieux de transformation. Les hydrocarbures qui sont produits sur les champs pétroliers près de la ville de Raqqa par les camions-citernes, surtout pendant la nuit, sont transportés au nord-ouest de la Syrie, puis par la cité d'Azaz sur le territoire syrien et Rekhanli sur le territoire de la Turquie, dans les ports turcs d'Ertuğrul et Iskenderun. Sur les photos qui étaient prises le 13 novembre près de la ville d'Azaz, sur l'autoroute qui relie la Turquie et la Syrie, on peut voir clairement les véhicules qui sont en train de transporter les produits pétroliers. Dans le carré A, sur le territoire turc, on voit 240 camions-citernes et des camions. Sur le territoire syrien, au carré B, il y a 56 véhicules, camions et camions-citernes qui attendent leur tour pour passer la frontière. Les camions-citernes sont masqués comme camions. On voit la même chose près de Rekhanli. Malgré les actions armées qui sont en train, là on les Respo, on voit les circulations de véhicules dans les 2 directions. Et sur le territoire turc, il y a un grand nombre de véhicules. Sur cette vidéo, vous voyez clairement le passage sans obstacle de la frontière par ces camions. À cet endroit, c'est la frontière entre la Syrie et la Turquie. Ici, la frontière est contrôlée par un groupe terroriste, Jabhat al-Nusra, qui librement laisse passer sur le territoire turc des camions-citernes et des grands camions qui comportent les produits pétroliers. Le contrôle de ces véhicules n'est pas organisé d'ailleurs sur le territoire turc et nous voyons des centaines de véhicules pareils. Sur cette photo prise le 16 novembre près de Rekhanli, vous voyez quelques 360 camions-citernes et camions près de la frontière syrienne. Dans le carré B, il y a quelques 150
camion-citerne qui vient juste de traverser la frontière en direction du point de passage, le carré A. C'est une colonne de 100 véhicules. Grâce au renseignement spatial, nous avons vu que les citernes et les véhicules avec les produits pétroliers se dirigent vers les ports de Teryal et Iskenderun, où il y a des quais spécialisés pour les pétroliers. Une partie du pétrole sont envoyés pour la transformation en dehors de la Turquie et certains produits pétroliers sont vendus sur le marché local. Et chaque jour, il y a un pétrolier qui part de ces ports en Turquie. Sur les photos datées du 25 novembre, on voit clairement les camions-citernes qui entendent la manutention. Au port de Derkyol, nous voyons 355 points de transit. Et à Iskenderun, soixantaine. L'itinéraire suivant va en Turquie, des champs pétroliers qui se situent sur la rive droite de l'Euphrate. Donc, un des centres de la transformation du pétrole qui sont contrôlés par l'État islamique. Donc, c'est la cité de Deir ez-Zor. Ici, il y a un nombre important des raffineries de pétrole, dont une vous pouvez voir maintenant sur l'écran. Donc, et dans cette région, nous voyons constamment les camions et les camions-citernes qui attendent la charge. Donc, vous voyez les colonnes des véhicules qui se trouvent proches les uns des autres. Donc, près de Deir ez-Zor, le 18 octobre, grâce aux renseignements spatiaux, nous avons vu 1722 camions-citernes qui se situent surtout en dehors des autoroutes, sur les parkings inadaptés. Il faut noter qu'après les frappes des forces armées de la Russie sur les sites d'infrastructures pétrolières contrôlés par l'État islamique, le nombre de camions-citernes sur ces parkings, dans ces colonnes, comme dans cette région et dans d'autres régions de la Syrie, s'est réduit d'une façon considérable. Donc, et sans parler des conséquences écologiques de cette production barbarique du pétrole. Les terroristes ont organisé des lacs de pétrole dans les sables. Une photo d'une région située près de Raqqa. Vous pouvez voir cette situation sur l'écran, sur cette photo. Donc, après la prise en charge du pétrole, ces colonnes de véhicules viennent vers la Turquie, près de la ville de Kamishlia, pour attendre leur tour de passer la frontière. Sur les photos qui vous sont présentées, qui étaient prises au mois d'août dernier, donc nous avons eu des centaines de camions-citernes et des grands camions dans les deux directions, vers la frontière avec la Turquie et à l'envers. Donc, et comme ça, les produits pétroliers arrivent dans une grande raffinerie de pétrole à la ville de Batman, qui se situe sur le territoire turc, à une centaine de kilomètres de la frontière avec la Syrie. Le troisième itinéraire de l'acheminement du pétrole en Turquie vont des puits de pétrole qui se situent au nord-est de la Syrie, en Irak, par Karachok, Chamkhanik, sur le territoire syrien, Itavan et Zaho, sur le territoire de l'Irak. Sur les photos, vous voyez les camions-citernes et les gros camions qui se situe près de ces villes. Le 28 novembre, à Karachok, sur une usine de transformation de pétrole, nous avons détecté 50 camions-citernes. Sur les photos prises au mois d'août dernier, à la frontière entre la Syrie et l'Irak, près de la ville Chamkhanik, vous pouvez voir 380 véhicules. Donc, et depuis, rien n'a changé. Selon les données du service de renseignement, nous remarquons toujours la circulation des camions-citernes entre la Syrie et l'Irak. Un nombre plus important de camions-citernes sont détectés dans les régions de l'Irak près de la Turquie et leur nombre depuis les 3 dernières années ne se réduit pas. Donc les photos qui ont été prises le 14 novembre près des citernes Tavan et Zaho nous ont permis de détecter 1104 camions-citernes et grands véhicules. C'est
c'est difficile de ne pas le remarquer, mais la destruction des camions-citernes par les forces de la coalition n'a pas lieu. Pour l'instant, nous ne voyons que l'augmentation de 3 fois du nombre des drones stratégiques. Donc, compte tenu de ce que les frappes de coalition dirigées par les États-Unis, nous ne les voyons pas. Alors, nous informons de ces lieux de rassemblement des camions-citernes près des villes et des cités concrètes. Les informations exhaustives sur ces sites seront placées sur le site web du ministère de la Défense après la fin de notre conférence de presse. Donc, dans les régions irakiennes, ces camions-citernes passent la frontière entre la Turquie et la Syrie, près de Zaha, d'où le pétrole passe aux raffineries de pétrole, dont la plus proche se situe à Batman, que j'ai déjà mentionné avant. Soit sur les centres logistiques les plus importants qui se situent près de la cité de Siliopi. Donc, sur les photos prises le 14 novembre, on voit quelques 3200 camions-citernes et gros véhicules. Donc l'échelle de ce business illégal s'impressionne. Ça choque. Donc, comme ça, le business illicite qui est lié au trafic illicite des produits pétroliers, les terroristes disposent tout le temps de au moins 8500 camions-citernes qui transportent tous les jours jusqu'à 2150 barils de pétrole. L'aviation russe va continuer à frapper les sites des infrastructures pétrolières des États islamiques et nous appelons faire de même nos collègues de la coalition. Je vous remercie de votre attention. Chers collègues, donc nous avons présenté les preuves concrètes, les faits du vol des produits pétroliers auprès des États souverains. Il s'agit de la Syrie et de l'Irak. Il s'agit de leurs ressources énergétiques. Et je voudrais attirer votre attention au fait que les flux financiers du trafic illicite des produits pétroliers va non pas seulement pour enrichir les autorités supérieures de la Turquie, mais dans de grands volumes, ces moyens financiers reviennent à la République syrienne sous forme des armes, des munitions et des bandits de différents types. Et pendant la dernière semaine, depuis le territoire turc, l'État islamique et Jihad al-Nusra, donc ils ont reçu quelques 2050 bandits, plus de 150 tonnes de munitions et près de 250 véhicules des différentes destinations. Et selon nos données, la partie turque organise des activités pareilles depuis bien longtemps et à une base régulière. Ce qui est le plus important, selon nos estimations, ils n'ont pas d'intention à y mettre fin. Donc, selon les informations dont nous disposons sur les volumes et les itinéraires d'enchaînement par la partie turque des armes, des munitions, des composantes, des explosifs, des moyens de communication et d'autres moyens, ainsi que l'entraînement des bandits dans les camps d'entraînement en Turquie, nous allons vous les présenter pendant la semaine prochaine. Je vous remercie. Chers collègues, nous avons beaucoup de représentants des mass médias avec nous et notre débriefing sont suivis par pas mal de votre collègues. Et je voudrais vous déclarer le point suivant. Nous connaissons, nous apprécions le travail des journalistes. Nous savons que au sein de la communauté des journalistes, il y a beaucoup de gens courageux qui font leur travail d'une façon honnête. Et aujourd'hui, nous vous avons montré comment s'est organisé le trafic illicite de produits pétroliers, le résultat duquel est le financement du terrorisme. Nous avons présenté les preuves qui, selon nous, peuvent
devenir un sujet des enquêtes des journalistes. Et nous sommes persuadés que la vérité, grâce à vous, trouvera son chemin. Et nous connaissons la valeur des propos de M. Erdogan. Donc, les journalistes turcs ont trouvé ces propos. Donc, quand il parlait des transports de munitions et qu'il les présentait comme les convois humanitaires. Les autorités turques n'ont pas à partir, n'ont pas démissionné, ils n'ont rien à reconnaître, même si leurs visages sont tachés de ce pétrole volé. Peut-être je suis trop brusque, mais quand même, nos copains sont morts à cause des autorités turques. Leur cynisme ne connaît pas de limite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont retrouvés dans un autre pays qu'ils sont en train de violer. Donc ici, les maîtres les empêchent, donc ils doivent démissionner. Donc la démission d'Erdogan n'est pas notre objectif. C'est l'affaire du peuple turc, notre objectif. Et l'objectif auquel nous vous appelons, chers collègues, grâce à nos actions communes, de mettre fin aux sources du financement du terrorisme. Nous allons continuer à vous présenter le fait du cambriolage par les Turcs de leurs voisins. Peut-être je suis trop direct, mais le contrôle de ce business ne peut être passé que par les plus proches. Personne actuellement ne pose pas de question que le fils d'Erdogan est un des chefs d'une très grande compagnie énergétique et son beau-fils est le ministre de l'énergie. C'est un business familial. Est-ce que cela est possible ailleurs? Donc, je vais répéter que des actions comme ça ne peuvent être faites que par les personnes les plus proches. Et les estimations au niveau des mass médias occidentaux, pour l'instant, nous ne les voyons pas. Mais je suis sûr qu'on ne peut pas cacher la vérité. Il est évident que ces dollars de ce trafic illicite du pétrole vont travailler. Bien sûr, on va dire que tout ce que vous venez de voir, s'il s'agit de falsifications. Donc, mais ici, ce n'est pas correct. Donc, il faut s'y rendre dans ces endroits que nous avons montrés aux journalistes aujourd'hui. Il est évident qu'il s'agit aujourd'hui juste d'une partie des informations sur les crimes terribles des élites turques qui finance directement le terrorisme international. Et nous croyons que chaque journaliste honnête doit lutter contre ce fléau du XXIe siècle. L'expérience mondiale a prouvé à notre entreprise que les journalistes objectifs peuvent être efficaces. Ça peut être un moyen efficace pour lutter contre les schémas de corruption et les schémas de financement illicite. Et nous appelons nos collègues de mener les enquêtes des journalistes pour détecter les schémas de financement et de livraison de produits pétroliers depuis les terroristes jusqu'aux consommateurs finaux. En plus que le pétrole extrait dans les régions contrôlées par les ports turcs sont livrés dans d'autres régions. De notre part, le ministère de la Défense de la Russie va continuer à publier les nouveaux témoignages sur la livraison par les terroristes aux pays étrangers et vous parler de l'organisation des activités de nos forces armées en Syrie. Je vous propose de réunir nos efforts. Nous allons détruire les sources de financement du terrorisme en Syrie et vous, de votre part, participez à ce travail en dehors de ces activités. Merci beaucoup, M. Antonov. Chers collègues, donc tous les documents que nous avons présentés sont publiés sur le site web du ministère de la Défense en langue russe et anglaise. Dans la salle, nous avons nos collègues des mass médias étrangers qui ont déjà visité la base aérienne Arménie, qui ont vu le travail de nos amis. Nous allons continuer à informer les journalistes sur ce sujet en se basant uniquement sur les faits concrets et les matériaux du contrôle objectif, y compris pendant les visites par les mass médias de la base aérienne sur le territoire syrien. Ces nouvelles données, nous allons les partager avec vous régulièrement en les plaçant sur les ressources informatiques du ministère de la Défense russe et nous comptons sur votre coopération. Nous vous remercions de votre attention.